Et on attaque la deuxième table ronde qui va nous plonger dans le dur également, les besoins des industriels, les leviers existants et surtout les conditions de réussite pour mieux financer l'industrie aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, je vous demande d'accueillir deux industriels engagés dans la modernisation de leur outil de production. Sébastien Chantreau, président du groupe JS2C, ancien banquier devenu entrepreneur. Vous pouvez l'applaudir, merci. Et Ludovic Aschini, président de Nexteam, acteur industriel majeur dans la défense et l'aéronautique. Et à vos côtés, trois représentants du monde bancaire au cœur des décisions de financement. Déborah Chéruot, membre du directoire de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Sandrine Kergosien, directrice des entreprises et des marchés spécialisés du Crédit Agricole d'Aquitaine. Et Sébastien Robert, ou sa famille peut-être. Sébastien Robert Chantreau, directeur régional de l'UTI. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de débattre. On va se livrer au même exercice, un petit tour de table, et puis ensuite on essaiera d'en trouver des solutions et des orientations communes. Je vous propose pour commencer d'entendre Sébastien Chantreau. Vous avez une vision de 360, vous, puisque comme je l'ai dit, vous avez travaillé pendant 20 ans à la Banque Populaire et au CCF, et puis vous avez repris il y a 8 ans des entreprises de chaudronnerie, de tôlerie, et vous avez même lancé récemment une start-up pour permettre la recharge d'équipements électriques en toute automobile. Vous êtes en plus bac plus 5 ans en éco, vous enseignez depuis 10 ans, bon, c'est fini, après j'arrête, la gestion de trésorerie à l'IAE de Bordeaux. Quels sont les produits que vous fabriquez là aujourd'hui avec votre start-up? Alors on fabrique des abris à vélo solaires, donc c'est des abris à vélo qui sont autonomes. On a un exemple qui est pas très loin, puisqu'il est au niveau du parking de l'UIMM. Donc pour ceux qui veulent le voir, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on fabrique, mis à part, on fabrique des abris à vélo solaires pour recharger donc des vélos, des trottinettes. On fabrique aussi maintenant des rampes de recharge pour à la fois des voitures, mais aussi des vélos, donc c'est des rampes électriques tout simplement. Vous avez même réussi à en placer, je crois, auprès du ministère de la transition écologique. La commande initiale venait de chez eux, c'est-à-dire qu'ils voulaient équiper leur parking, et donc on a développé ce produit-là pour eux au départ. Voilà. Alors, financer la réindustrialisation, besoins et solutions, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. Ce que ça m'inspire d'abord, c'est que je pense qu'il faut faire juste regarder le passé un petit peu, le passé très récent. Les PME, je parle pour les PME, c'est plus ma taille. Pour les PME, on vient de vivre quoi? On vient de vivre la Covid, on vient de vivre la guerre en Ukraine, qui est toujours pas terminée, et plus récemment des décisions politiques, que ce soit en France avec la dissolution de l'Assemblée nationale, et la politique de M. Trump de manière générale, qui affecte tout le monde. Et c'est revirement, ouais. Oui, bon, c'est sa spécialité, on va dire. Donc tous ces éléments-là, ils ont eu des effets très forts sur nos sociétés, parce qu'on a eu des hauts et des bas très, très violents en très peu de temps, qui ont affecté nos bilans, nos comptes de résultats. Et aujourd'hui, on nous dit il faut réindustrialiser, il faut produire plus vert. Et là, on est entièrement d'accord avec, je rejoins tout ce qui a pu être dit avant, c'est indéniable qu'il faut le faire. Il faut aussi avoir la souveraineté pour notre industrie de défense. C'est très bien tout ça. Mais on le finance comment? Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas très simple. Pas très simple. Alors, je viens du milieu de la banque, donc en plus, je connais les contraintes, je sais d'autres contraintes aujourd'hui. Et donc, les bilans qui sortent ne sont pas bons, il ne faut pas se tromper. Enfin, en tout cas, ils sont moins bons que ce qu'ils étaient. Donc, de plus en plus d'entreprises ne cochent plus les critères d'accès au crédit. Donc, la vraie question, c'est comment on va faire pour réindustrialiser. Aujourd'hui, c'est plus des questions. J'avais entendu tout à l'heure la question des fonds propres, je pense que c'est une bonne question. Parce que la solution ne peut pas être que du crédit. Enfin, à un moment donné, oui, je pense qu'il y a une vraie nécessité à ce qu'on communique plus avec le monde bancaire pour qu'ils nous comprennent mieux nos enjeux, et aussi qu'on soit plus capable de financer l'avenir plutôt que de se baser uniquement sur le passé. Parce que souvent, quand on finance, on regarde ce qui s'est fait par le passé et on a du mal à lire l'avenir parce qu'il est beaucoup plus incertain. Mais donc, il faut être capable de mieux se comprendre et de financer plus l'avenir. Mais il faut aussi trouver des solutions de financement alternatives pour pouvoir se développer. Nous, notre produit, notre start-up qu'on a développé, on l'a entièrement financé.
Aujourd'hui, ceux qui nous ont accompagnés, je les remercie, je l'ai vu qu'ils étaient là, c'est la région. Voilà. C'est les seuls qui nous ont accompagnés. Donc c'est une question. Parce qu'aujourd'hui, on a mis de l'argent dedans, donc ça a un impact sur notre trésorerie. La question, est-ce qu'on doit continuer à faire de l'innovation si on doit faire tout seul, quoi. Voilà. Vous parlez de la région, vous n'êtes pas soutenu par les banques? Sur la partie start-up, très clairement, c'est un segment où les banques ont aujourd'hui du mal à aller parce qu'ils financent quoi exactement? Voilà, il y a un risque qui est effectivement très important. Donc si on veut développer cette innovation, et je pense que c'est absolument nécessaire pour qu'on puisse exister, j'entendais le monsieur qui fait du caviar haut de gamme luxe, on est contraint dans le monde dans lequel on vit d'exister avec des produits qui vont se différencier de la concurrence. Je veux dire, on ne va pas être concurrentiel en termes de coûts vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis d'autres pays comme ça. J'ai juste donné un exemple. On a le chaudronnerie, c'est chaudronnerie, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été questionnée pour refaire des cuves et une installation pour une brasserie. Il y avait 3 entreprises de la région qui ont répondu, toutes à peu près au même niveau de prix. C'est une entreprise chinoise qui a eu le marché pour 1/3 du prix de ce qu'on a vendu. Alors, pour faire simple, on essaie de... Transport compris. Ah oui, tout compris. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vendu le prix que nous, on aurait eu en matière première. Donc, il faut qu'on fasse de l'innovation, parce que sinon, si on doit concurrencer ces gens-là, on n'y arrivera pas. On a un modèle social à l'État qui coûte ce qu'il coûte. On ne va pas rentrer dans le débat ici, même si ça peut être une des réponses. C'est-à-dire que nos charges qui pèsent juste aux entreprises, ben, c'est un sujet. Mais si on parle purement de concurrence, on doit se différencier et donc on doit faire par l'innovation. Donc il faut financer l'innovation. Mais aujourd'hui, comment on le fait? Donc je pense que l'échange, il est là. C'est comment on doit réussir tous ensemble pour réindustrialiser notre pays et assurer tous nos objectifs. Merci beaucoup. Ludo Chiaschini, vous avez racheté Nexteam en 2010, hein, en famille, on va dire. C'est votre père qui l'avait fondé en 1974. Vous fabriquez des composants pour l'aéronautique, le spatial, la défense. Vous employez plus de 2000 personnes. Vous justement parlez du PGE. Hein, vous faites un point d'honneur à la rembourser. Même si on est un peu séparés de ces banquiers, effectivement, sur la table ronde, effectivement, les relations sont meilleures quand on les rembourse. Donc, sans s'être concerté, je pense qu'on va dire globalement la même chose. À une différence près, effectivement, c'est qu'on a la chance de ne pas avoir la même taille, donc très certainement que les relations avec les partenaires sont un tout petit peu différentes. En écoutant la première table ronde et en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter juste après, je me suis dit, rappelons peut-être quelques notions de base. Quand on emprunte, il faut rembourser. Et c'est vrai que quand on le fait depuis plus de 50 ans, donc c'était mes parents avant moi, je peux attester qu'effectivement il n'y a pas de problème de financement. Et donc à un moment donné, il ne faut pas entendre les sirènes du développement, à contrario de celles de la capacité à rembourser. Donc celle-là, c'est le premier point. Deuxième point qu'il ne faut pas oublier, et vous l'avez dit, l'appétence au risque d'un banquier est plutôt modérée. Écrit différemment, mais c'est de là, je veux dire que... Vous avez vu qu'il parle en termes très choisis quand même. C'est pour ça que je préférais les... On soupçonne ce qu'il peut y avoir derrière. Ouais, si on pousse un peu. J'y arrive. C'est pas le but, Si, parce que si je vais lire quand même. Le troisième, il point de petit rappel de base, il est important. Et c'est le secteur primaire agricole, ça c'est une notion de collège, mais que j'ai retrouvé sur le site de l'État, viepublic.fr. Et donc il rappelle que le secteur primaire c'est l'agriculture, la pêche, le secondaire l'industrie, l'artisanat, et le tertiaire les services. Et il est rappelé que le développement économique passe du primaire au secondaire, puis au tertiaire. Le tertiaire représente en France plus de 80% de l'ensemble des emplois, plus que dans la plupart des pays européens. On parle de réindustrialisation, je pense que le sujet, ce n'est pas le financement, puisque le financement, à partir du moment où on se donne pour règle ultime, supérieure, de se dire quand on emprunte, on se doit de rembourser,
et on arrête le développement, et effectivement, je vais arriver sur le sujet PGE qui est un sujet et pas une contrainte. On n'aurait pas eu le PGE, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je terminerai sur un petit point, parce que Madame de Montbrun disait quand on va dans le mur, on n'y va pas en klaxonnant. On a passé le week-end de l'Ascension avec Christophe, mon associé, en Inde. Je vous promets que là-bas, ils klaxonnent. Mais nos concurrents, aujourd'hui, c'est eux. Est-ce qu'ils vont dans le mur? D'un point de vue environnemental, j'en suis à peu près convaincu. D'un point de vue environnemental, j'en suis convaincu, parce que toutes les présentations qu'on nous fait là-bas, à la Bollywood, elles sont très très belles. On est extrêmement RSE, extrêmement environnement. Au premier tour d'usine que l'on fait, il y a des transformateurs au fioul dehors, parce que l'électricité est instable. Et là, on leur dit, mais attendez, votre scope 1, votre scope 2, votre scope 3, là, comment vous faites? Ouais, mais ça, c'est pas pareil. C'est au cas où, donc ça, on ne le compte pas. Mais pourtant, et la réindustrialisation, donc je parlais du PGE, puisque c'était la question initiale, je voulais rappeler 2-3 sujets. La réindustrialisation, oui, c'est avant tout convertir les mentalités, c'est rappeler que le primaire et le tertiaire est au service du primaire et du secondaire, et qu'il faudrait réussir à réorienter un peu de ressources vers le primaire et le secondaire, et pas que des ressources financières. Le deuxième sujet, c'est que la compétition, aujourd'hui, elle est mondiale. Nous, si on ne va pas en Inde, et on le voit aujourd'hui dans l'aéronautique et la défense, c'est les Indiens qui viennent en France. Et aujourd'hui, il n'y a aucune préférence nationale à travailler en France, quand je dis France ou Europe, à développer son économie. On travaille avec une société de défense européenne qui a mis cette défense européenne, donc financée par les États, par l'Europe, qui a mis son service comptabilité en Inde. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'il vaut mieux acheter 3 fois le prix à une société française qui va avoir des collaborateurs qui vont acheter leur pain en France, qui vont construire leur maison en France, ou acheter le tiers du prix à des Chinois qui vont le faire dans des conditions, pour le coup, pour la Chine, c'est pas l'Inde, très respectables, mais qui ne consommeront rien en France et qui, elles, feront en rien, alimenteront en rien le moulin de l'économie. Bon, maintenant, si je reviens au sujet, et non, désolé de cette grande digression, de PGE. Oui, le PGE, il faut rappeler que si nous, on n'avait pas eu un PGE et le soutien de nos banques et garanti par l'État, on ne serait plus là aujourd'hui. Entre le 737 MAX, qui était, nous, notre première crise avant le Covid, puis l'Ukraine, puis un peu tout ce qu'on a cité précédemment, vers 70% de notre activité, globalement, si vous n'avez pas une main d'argent providentielle qui tombe du ciel, vous fermez. Donc nous, aujourd'hui, le PGE nous a permis de vivre et d'être toujours là aujourd'hui. La priorité que l'on a, c'est donc de le rembourser. La contrainte que ça impose, mais qui est normale, c'est de ne pas relever de la dette pour ajouter de la dette à la dette. Et ça, on le vit très bien jusqu'alors en se disant, notre priorité, c'est de rembourser ce qu'on a, et quand bien même nos clients ont des besoins de ramp-up, quand bien même l'État a besoin de produire des pièces de défense, nous, on se doit de rembourser ce qu'on a emprunté. Ça, c'était vrai jusqu'à un déplacement précédent en Inde, qui était en octobre dernier, et clairement, les parts de marché que l'on ne prend pas, nos clients ne nous attendent pas. Et on parle de compétitivité, donc il faut se mettre à la place de nos clients. Nous, on leur explique qu'on n'a pas la capacité de se développer, là où les Indiens viennent leur voir en leur disant on a la capacité, on a le financement et on a la vie. Donc d'un côté, vous avez un râleur qui ne peut pas, qui n'a pas d'argent, et de l'autre côté, quand vous êtes client, vous choisissez plutôt le second, sauf pratique particulière, mais normalement, vous choisissez plutôt le second. Et donc là, on s'est dit il faut quand même que l'on fasse différemment. Parce que sinon le train il va passer et on va passer derrière et c'est pas bon. Et donc là, effectivement, on est rentré dans une discussion avec nos partenaires financiers sur comment on peut reprofiler nos remboursements pour se donner la capacité d'accompagner nos clients. Bonne nouvelle, et ça c'est plutôt lié à l'appétence au risque de nos partenaires financiers, c'est que même si ça ne se fait pas, on ne mourra pas. On a la capacité de rembourser notre PGE, on ne fera pas la croissance que l'on doit faire, ça pourra poser des questions de pérennité sur le long terme, mais en tout cas sur du court terme, et quand le court terme c'est entre 5 et 10 ans, on ne mourra pas. Mais par contre, si, et
comme c'est en train plutôt de bien avancer, comme c'est en train de se réaliser, on va avoir la capacité, de rembourser notre PGE sans défaillance, à l'échelon dans le temps, mais aussi d'accompagner nos clients dans une croissance très forte, dans un contexte pas facile pour tout le monde. Donc en plus, on va avoir, on va dire, un argument différenciant, et si on était en Inde, c'est aussi parce que réindustrialiser la France passe indiscutablement par des investissements à l'étranger. Tant qu'on n'aura pas plus de notion de patriotisme qui soit national ou européen, il faudra jouer avec cette concurrence. Et soit on en fait des concurrences, soit on en fait des investissements à l'étranger. Je reviendrai juste sur un dernier exemple, puisque notre site de Pologne a 20 ans cette année, lorsqu'on a créé le site en Pologne, en parallèle et au même moment, les sites français ont fait plus 25% en nombre de collaborateurs, et la participation a été multipliée par 2 années de suite. Donc oui, on a transféré de l'activité en Pologne pour continuer à accompagner nos clients et au bénéfice de la France. Mais on ne peut pas oublier le monde dans lequel on vit. On ne peut pas oublier les contraintes que l'on a. Quand on va en Inde et qu'on nous explique qu'un bâtiment il se construit en 6 mois, 3 fois moins cher qu'en France, et que je regarde l'adresse et que ça fait 18 mois qu'on attend des retours sur des sites, ça tombe bien, c'est pas Nouvelle-Aquitaine, c'est en Occitanie, donc ils sont moins, mais bon. Je pourrais citer d'autres services à Nouvelle-Aquitaine, mais je finirai par pas sortir. Donc, ce que je veux dire, c'est ces contraintes-là, qui sont normales, naturelles, indispensables, pour faire la première table ronde, c'est quand même un frein dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup Déborah Chériot pour la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Vous avez entendu à la fois les attentes de Sébastien Chantreux, de Loïc Casquini. Comment financer la réindustrialisation? Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous parlent, parce qu'avant tout, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, c'est une entreprise du territoire. Donc quand on parle de préférences locales, etc., c'est tout à fait ce dans quoi nous on vit aujourd'hui. C'est 2500 collaborateurs, donc 2500 familles que l'on fait vivre au quotidien, et donc bien entendu une connaissance du tissu économique et une nécessité d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques locaux, puisque on se fait vivre respectivement. Et donc ça, je pense que c'est important de le dire, qu'on est une banque du territoire, et c'est essentiel. Moi, je vois 4 points, et ça va faire écho à plusieurs sujets sur la table ronde précédente aussi. Moi, je voyais 4 points pour aujourd'hui accompagner la réindustrialisation, la décarbonation, enfin les entreprises au sens large. Premier point, c'est bien entendu le financement de la transition énergétique, de la décarbonation, que ce soit des projets à court ou moyen terme. On y reviendra, ça a déjà été parlé tout à l'heure. C'est du financement classique, des reprofilages de la dette avec des services d'ingénierie, des structurations, de l'arrangement, intégration d'enjeux RSE dans les nouveaux moyens de financement. Donc voilà, tout ça, des solutions qui existent et qui sont en local. Voilà. Le haut niveau de décision, c'est Bordeaux, et ça, je pense que c'est là aussi important. Et on a les expertises sur notre territoire. Ça aussi, je pense que c'est important, on n'est pas obligé d'aller à droite à gauche pour s'entourer de professionnels. Premier point. Deuxième point, c'est le conseil. Le conseil, c'est essentiel, c'est via des partenariats, on en parlait tout à l'heure, il faut pouvoir s'entourer pour être accompagné dans la transformation de son process industriel, on a un partenariat par exemple avec Nadeo, accompagné dans la recherche des aides, on vient de créer une entreprise qui s'appelle Finance et Territoire et qui aide les entreprises à rechercher les aides publiques sur lesquelles dont elles pourraient bénéficier dans le cadre d'un projet. Ça aussi, je pense qu'il faut savoir s'entourer, c'est essentiel. Donc financement, conseil. Troisième partie, haut de bilan. Donc tout ce qui est renforcement des fonds propres. Historiquement, la Nouvelle-Aquitaine a eu des taux de croissance élevés et en fait a été portée par la croissance économique de notre région. Et donc les entreprises ont aussi été portées par cette croissance économique et c'est bien. On remarque toutefois que la capacité en fonds propres est parfois plus faible sur les acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine qu'elles peuvent l'être dans d'autres régions de France. Donc il y a vraiment une nécessité de renforcer. À cause de quoi? C'est ce que je disais, c'est vraiment que la croissance a été portée, les entreprises ont été portées par la croissance de la région, donc par des investissements de développement, et c'est très bien, mais elles ont peut-être oublié, ou ce n'était pas dans les priorités, de renforcer leur fonds propres pendant ces périodes de croissance. Et donc aujourd'hui, quand on a des périodes plus incertaines, la nécessité de renforcer ces fonds
preuve devient nécessaire. Alors après, ça peut porter différents aspects, hein, ouvrir son capital à des actionnaires, intégrer des fonds d'investissement, par exemple. Troisième point, et donc quatrième point, c'est le soutien à l'innovation et le soutien à l'export. J'en suis vraiment convaincue que c'est une nécessité pour nos industries d'aujourd'hui. J'ai créé il y a 1 an une équipe dédiée à l'innovation, justement parce que j'en suis vraiment convaincue que c'est aussi notre avenir, nous, pour les industriels de notre région, d'innover. Donc c'est le soutien à l'innovation avec les dispositifs d'État, mais peut-être que Sébastien en parlera tout à l'heure, ou les soutiens des pays, et le soutien à l'export. Comment on accompagne nos industriels sur l'exportation, et là aussi les conseils que l'on peut apporter à nos dirigeants, mais je ne vais pas tout détailler. Donc voilà, 4 points: financement, conseil, haut de bilan, soutien à l'innovation et à l'export. C'est synthétique, merci beaucoup. Sandrine Carbodian, vous êtes directrice d'entreprise et des marchés spécialisés pour le Crédit Agricole Aquitaine. Vous aussi, vous êtes une banque engagée avec une proximité locale, je suis sûr que vous allez me le dire. Qu'est-ce qui vous différencie de la caisse d'épargne alors en matière de financement de la réindustrialisation? Alors, j'avais pas prévu de commencer par là. Je vais le raccourcir en fait. Je vais y venir. Je voulais juste revenir sur le. Alors déjà, remercier nos 2 chefs d'entreprise et puis surtout M. Asquini qui pense à rembourser ses dettes. C'est un point très positif. Il a bien vu la petite mention en bas, toute dette, tout crédit souscrit se rembourse. Donc ça, c'était. Mais c'est sa maman qui lui a enseigné il y a très longtemps. Non, pour revenir sur le sujet de la désindustrialisation, c'est pas facile à dire. On a parlé tout à l'heure du projet, le rapport gallois. Si on se plonge quelques minutes dans le rapport Draghi, je vous rassure, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai retenu quand même une phrase qui me semblait importante, qui disait la désindustrialisation, c'est un suicide stratégique. Et donc je pense que c'est assez éclairant et je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment ne pas aller vers ce suicide stratégique et comment retrouver finalement notre indépendance productive. Donc il y a des choses qui ont été dites, cette indépendance productive, elle nous a sauté aux yeux, en tout cas sa nécessité avec le Covid, l'Ukraine, Trump, je ne reviens pas sur tous ces points qui ont été clairement évoqués. À mon sens, on parle là des banques, du financement, il y a plusieurs freins quand même à ce sujet de la réindustrialisation. Les banques sont peut-être au bout de la chaîne, je ne sais pas à quel point exactement. Et là, tous les chefs d'entreprise, je pense hocher de la tête, la main-d'œuvre. Donc le sujet de la main-d'œuvre et de la formation sur les métiers de l'industrie, je pense que c'est un vrai sujet. Je crois qu'il y a 50 000 emplois aujourd'hui dans les milieux de l'industrie qui ne sont pas pourvus. Donc ça, c'est un premier point. Le problématique du foncier. On parlait tout à l'heure aussi de concurrence avec les terres agricoles, mais la problématique du foncier est également un vrai sujet, mais qui peut aussi redonner de l'espoir sur toutes les zones rurales, parce que finalement, c'est elles qui disposent du foncier. Et nous, en tant que Crédit Agricole, on est particulièrement attachés à ces sujets-là. L'énergie, on en a parlé, la problématique du prix. On a la chance, nous, d'être en France avec une énergie qui est chère, qui est quand même moins chère grâce à la présence du nucléaire. Mais elle est décarbonée. Mais elle est décarbonée. Stabilité législative et fiscale, ça parle de soi-même. Et puis peut-être après l'accès au financement, parce qu'on a besoin de toutes ces composantes pour travailler et penser à la réindustrialisation. Et donc oui, je vais y venir maintenant. Nous sommes en effet une banque du territoire, une banque régionale. Donc nous, et Olivier l'a dit, il y a parlé de pérennité. On vit par, il n'y a pas d'ordre en fait, notre territoire. Donc nous, si on n'accompagne pas nos entreprises, si on n'accompagne pas la réindustrialisation, on n'a pas l'occasion, je vais dire un peu de façon triviale, l'occasion de se refaire ailleurs. On est en Aquitaine, et un peu comme vous qui avez vos entreprises implantées en Aquitaine, c'est là qu'on doit se construire parce qu'on n'ira pas se délocaliser ailleurs. Alors on est par contre très attentif à accompagner nos chefs d'entreprise qui vont chercher de la valeur à l'international, on a aussi des outils pour ça. En tout cas, on ne pourra pas aller se délocaliser à l'extérieur de notre territoire. Donc finalement, nos destins, ils sont communs et ils sont liés. Donc il faut absolument qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Et puis, donc là, cette première partie de l'intervention, je voulais quand même aussi faire le pied dans le plat, parce que quand on a préparé, puis j'étais au premier rang, on s'entend que les gens derrière moi, de toute façon, les banques, elles ne financent pas.
Bon, c'est un peu la chose qu'on peut entendre. Alors j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que je viens de dire avant, bien sûr qu'on finance. Est-ce qu'on est des gens qui aimons le risque? Probablement pas comme un chef d'entreprise, sinon on serait chef d'entreprise. Et on est banquier, et donc oui, les banques, elles ont certaines contraintes, et elles sont elles doivent avoir cette capacité à mesurer les risques, et toujours dans ce souci de la pérennité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on se charge de collecter les ressources des ménages pour le faire fructifier dans un souci de pérennité. Je pense que tous les ménages, si demain on leur dit la banque a fait des investissements ou a prêté des entreprises sans tenir compte des risques et qu'on vous dit désolé, vous m'avez prêté, vous avez mis vos fonds chez moi, et j'ai tout perdu. Je pense que ça satisferait personne. Donc oui, c'est une contrainte. Vous n'êtes pas investisseur en capital. On n'est pas investisseur en capital, tout à fait. Quoique, mais ça je vais vous dire tout à l'heure. Donc parfois on dit non, parce que parfois on dit non, et on dit rarement non, en fait on dit pas comme ça en fait. On va le faire autrement. Et souvent c'est ça le premier point d'incompréhension qui peut se passer entre un banquier et un entrepreneur, c'est que la solution du financement bancaire en tant que tel n'est parfois pas la seule et unique solution, en tout cas, elle doit être combinée avec d'autres choses pour fonctionner. Et c'est sur ce point, en effet, que les banques ont des réponses, donc les banques ou d'autres établissements, vous parliez des fonds propres, des capital investissement. Donc là, on a des partenaires, parce que ce sont des partenaires, d'autant qu'ils sont d'anciens collaborateurs qui y sont, donc des fonds d'investissement régionaux, mais on a aussi nos propres fonds d'investissement dans des banques, puisqu'on est attentif à accompagner nos clients dans toute leur démarche. Et à différents stades et avec différentes règles d'investissement. On pourrait y revenir, mais on n'a pas que le fonds d'investissement, on a des fonctionnements aussi en dettes qu'on appelle hybrides, des obligations, voilà. Donc on a plein d'outils, mais faut-il encore en effet que tout ça soit connu, soit pris suffisamment tôt et discuté avec la banque qui se veut quand même être notre partenaire, pour qu'elle puisse vous accompagner et accompagner au plus tôt pour qu'on prenne ensemble les bonnes décisions. Si on arrive trop tard, c'est vrai que l'entrepreneur qui arrive au dernier moment, il veut un financement bancaire, sauf que ces outils-là, c'est des outils qui prennent un peu de temps dans la construction. Après, reconnaissez-le, vous avez un regard plus positif pour les investissements productifs que pour les investissements, j'allais dire, purement financiers. Alors, oui, nous, en fait, quand vous dites plus positif que les investissements financiers, je ne sais pas quelle était la question derrière, en fait, mais moi, je préfère... C'est pour comprendre un peu vos freins au financement. Moi, je préfère financer d'un outil productif. Moi, j'adore l'industrie. Je suis une enfant de l'industrie, parce que mon père est industriel. Je travaille dans l'industrie, pas industriel, je travaille dans l'industrie. Donc, c'est quelque chose, en effet, qui est tangible. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. En plus, c'est quelque chose que je comprends bien. Désolée, mais parfois, les services, j'ai un peu de mal à matérialiser où il a la vraie valeur. Donc, oui, on préfère l'investissement productif, mais aujourd'hui, en tant que banquier, en tout cas, ça fait 4 ans que je suis en région Aquitaine, on voit finalement peu d'investissements productifs, peu d'investissements industriels, et on vient par contre beaucoup nous chercher sur l'investissement, enfin en tout cas des financements purement financiers ou financiers. Donc là-dedans, on met quoi? On met aussi tous ces sujets de LBO, je dis LBO parce que la partie transmission, c'est un petit peu différent. Et ça, c'est sûr que c'est pas là où on crée de la valeur, en fait. Nous, on préfère en effet des sujets où on crée de la valeur, de l'emploi, et des sujets qui soient vraiment tangibles. Merci beaucoup. On termine ce tour de table avec votre voisin, Sébastien Robert-Charreau, directeur régional de BPI France. Voilà, vous êtes un enfant de la BPI, en fait. On peut dire comme ça, 100% BPI. Vous avez rejoint la BPI, enfin, son prédécesseur, dès la sortie des études. Tout à fait. J'ai rejoint la maison BPI France il y a une vingtaine d'années. J'en ai fait le tour de France. On n'est pas une banque 100% régionale, mais en tout cas, la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine est 100% régionale, avec 90% des décisions qui sont prises justement au sein de la direction régionale. Mais pour revenir vraiment sur l'histoire de la réindustrialisation, je pense qu'on est vraiment au cœur du débat du développement et du territoire et du développement de la France en général. Je pense que c'est vrai, la réindustrialisation est vraiment stratégique et il ne faut pas se tromper de débat. Je pense qu'on a un combat à mener ensemble et pas l'un contre l'autre. Je dirais par rapport aux entrepreneurs, on
on est vraiment dans le même bateau et je reste persuadé qu'on va y arriver ensemble. Ce qui est déjà le cas souvent, parce que vous vous retrouvez au sein de pools bancaires. Exactement, on travaille très régulièrement ensemble, on pourrait y revenir également. Et ce qui est important, je vous ai entendu parler d'innovation, alors je dirais c'est aussi chacun son rôle. Les banques classiques prennent à bras le corps l'innovation, s'y mettent, ont des services de financement de l'innovation. Nous, BPI France, c'est clairement notre rôle également d'accompagner l'innovation, de financer l'innovation sous toutes ses formes, sous forme de subventions. Si l'État était riche, ça se serait, donc c'est sûr que les subventions, c'est un peu de peau de chagrin, mais néanmoins, elles sont quand même là et disponibles quand on est vraiment encore très très loin du marché. Et puis ensuite, c'est du financement sous forme d'avance remboursable, et puis plus on va se rapprocher du marché, plus on va ensuite venir intervenir sous forme de prêt et prendre le relais ensuite en cofinançant les opérations avec nos partenaires ici présents. Donc ça, c'est vraiment l'innovation, et l'innovation, ça me fait penser aux startups, et les startups, c'est vraiment l'idée, encore une fois, on parle de réindustrialisation, j'ai envie de parler des startups industrielles, c'est-à-dire qu'il est indispensable que les startups, donc toutes les nouvelles entreprises, soient des entreprises de demain, et qu'elles s'industrialisent en France. C'est-à-dire que nous, BPI France, on n'a qu'une seule crainte, c'est qu'il y ait le vent des sirènes et que les startups aillent se développer aux États-Unis, qu'elles aillent se développer à droite, à gauche dans le monde, et que les usines ne prennent pas attache sur le territoire. Donc ça, c'est un point vraiment très très important pour nous. Et on est là, et on sera là pour les accompagner aux côtés de nos partenaires. J'aimais bien aussi ce qui a été dit par mes homologues du milieu bancaire, c'est-à-dire que la banque classique aime financer tout ce qui va être financement de CAPEX, et c'est normal, c'est leur rôle, c'est aussi notre rôle, mais au-delà de ce rôle, en fait, BPI France, on est là pour justement accompagner à la fois les industriels et à la fois nos partenaires dans ces financements qui sont parfois un peu plus rock'n'roll. C'est-à-dire que quand on parle de financer l'immatériel, il n'y a pas de garantie, c'est beaucoup plus compliqué à financer. L'accroissement du besoin en fonds de roulement, on parlait de la croissance des entreprises dans la région de Nouvelle-Aquitaine, donc c'est vrai que l'accroissement de BFR, il faut le financer, et c'est pas toujours évident, et pour ça, mais on pourra y revenir, on a des prêts pour cela. Et au-delà du financement on va dire du financement bancaire de l'industrialisation, on part du principe également, mais tout comme nos partenaires bancaires, que l'accompagnement extra-financier est crucial. Et quand je parle d'accompagnement extra-financier, je parle de mission de conseil, je parle de mise en place de diagnostic. Et donc chez BPI France également, on met à disposition en fait des consultants. Nous ne sommes pas nous-mêmes consultants, nous ne sommes pas des spécialistes dans tous les domaines de l'industrie. C'est pour ça qu'on s'attache les services de consultants spécialisés, et on va proposer des missions sur un certain nombre de sujets vraiment très spécifiques, notamment dans le cadre de l'industrie. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation complète. On va essayer de gagner un peu de temps. Les 3 questions sinon on est encore là jusqu'à 14h, les 4 questions qui font débat. 1. Comment améliorer les fonds propres des entreprises, on en avait beaucoup parlé. 2. Comment solder les PGE, ce qui a moyen d'aider autrement les entreprises. Comment renforcer peut-être les échanges entre l'industrie et les banques. Est-ce que vous avez suffisamment connaissance les uns des autres de vos écosystèmes respectifs? Et puis comment introduire de la prise de risque dans le système bancaire? Première question, comment améliorer les fonds propres? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il pourrait y avoir des pistes? Je ne sais pas, des prêts différés par... Non. Alors, comment améliorer les fonds propres? Et vous parliez des États-Unis, etc. Et ça a été dit tout à l'heure par mes collègues. Je pense que... Et pourquoi peut-être qu'en Aquitaine, il y a un peu moins de fonds propres dans nos entreprises? Je pense que l'Aquitaine, elle a un profil d'industriel un peu... alors, particulier, je ne sais pas, mais en tout cas remarquable, dans le sens où on a cité tout à l'heure des très grands groupes, les Dassault, les Thales, etc., donc qui sont implantés sur notre territoire, mais qui n'ont pas l'ensemble de décisions sur notre territoire. Alors ils sont pourvoyeurs, en effet, de PIB et d'emploi. Et donc ça, c'est géré directement avec le siège. C'est géré par le siège, donc c'est assez éloigné de nous, banques régionales. Et puis, ces acteurs-là, en effet, par contre, ils tirent tout un tas de PME.
Et je me trouve, moi, en Aquitaine, parce que je ne suis pas originaire, je suis nantaise, je ne suis pas d'Aquitaine, qu'il y a un petit gap finalement entre ces très grands groupes et ces PME, et on n'a pas beaucoup d'entreprises, déjà de très grosses ETI, d'entreprises, en tout cas moins que dans d'autres, il y en a qui font la moue, donc je dis moins que dans d'autres régions que j'ai pu connaître. Et ces entreprises, ces PME, eh bien, sont souvent, grosses PME, elles sont souvent finalement des entreprises historiquement familiales, avec des capitaux familiaux, et donc elles ont construit leur business, elles se sont développées, et parfois avec ce frein finalement de l'ouverture du capital, c'est-à-dire faire rentrer quelqu'un au sein de l'entreprise. Et c'est cette démarche-là parfois qui est peut-être un peu complexe à faire, mais qui, à mon sens, est quand même gage de capacité à se développer, de poursuivre son développement, c'est de faire rentrer un tiers à un moment donné pour accompagner ce développement. Donc pour moi, quand on dit insuffisance de fonds propres, ça c'est pas l'unique, mais en tout cas, c'est souvent une bonne réponse. Alors on va plaider un peu pour notre paroisse. Donc en effet, les banques ont développé, donc, que ce soit le Crédit Agricole, je pense à la Caisse d'épargne, des fonds, qu'on appelle des fonds bancaires, et qui ont quand même, je pense, un petit avantage par rapport aux fonds traditionnels ou aux fonds, parce que quand on parle fonds, on pense aux grands méchants capital anglo-saxons. Ou néerlandais. Néerlandais, ou qui on veut. Donc la grande différence des fonds bancaires, c'est que ce sont des fonds qui finalement n'ont pas un espoir, ou en tout cas n'ont pas d'attente de retour sur investissement rapide. C'est-à-dire qu'un fonds classique, il se fixe un horizon à 3 voire 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 voire 5 ans, il va falloir aller rechercher un autre fonds, repartir avec quelqu'un d'autre, refaire une démarche, réexpliquer, enfin, tout ce que vous savez. Là, un fonds bancaire, lui, il a le temps. Alors, on disait que le temps, c'était un sujet, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt positif pour l'entreprise, puisque le fonds bancaire va pouvoir rester à vos côtés pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. En fait, il n'a pas d'horizon de retour, puisque derrière, il n'a pas été levé de fonds auprès d'investisseurs privés qui, eux, attendent un retour sur l'investissement. Donc, et ils ont aussi des attentes de retour sur investissement qui sont souvent bien plus bas que les fonds on va dire anglo-saxons pour mettre la chose assez loin de donc ça, pour le chef d'entreprise, ça assure quand même une continuité. Tout à l'heure, il y a le chef d'entreprise du Pays Basque qui disait, moi, j'ai besoin de continuité dans la relation, j'ai pas envie de réexpliquer tous les 6 mois mon histoire. C'est ce qu'apportent des banques régionales ou des fonds bancaires au sens large. Là, je ne parle pas forcément que pour nous. Donc pour moi, c'est une très bonne réponse. Mieux vaut ouvrir et grandir que rester seul et finalement, à un moment, être freiné dans son évolution. Alexandre Le Camus qui a une proposition de solution. Je voulais illustrer. On a coupé son micro. Le micro, il marche. Celui-là, il marche. Il faut peut-être te rapprocher. Celui-là marche. Ouais, très bien. Je voulais illustrer le sujet. Alors, les fonds propres dans les entreprises industrielles, alors c'est vrai qu'il y a dans l'industrie française et en particulier dans la région des ratios endettement sur fonds propres qui sont dégradés par rapport à la moyenne, mais le sujet est un double sujet pour un patrimonial qui a besoin de financer du développement sur le sujet des fonds propres. C'est la valorisation qui pose souvent problème dans les entreprises familiales, et 2, le risque de dilution. Et c'est un risque qui est avéré, puisqu'on a vu dans des filières qui sont en difficulté financière, quand il y a des sujets de haut bilan, des rentrées de fonds, très souvent les créateurs ils se retrouvent soit sans rien, soit extrêmement dilués. Donc c'est un vrai sujet et un vrai frein. Donc il faut arriver à trouver des outils qui contournent ces inconvénients, de la valorisation et de la dilution. Alors des fonds de garantie sur des prêts, alors ça reste de l'emprunt, ça reste de l'endettement. C'est pas idéal, mais ça peut quand même aider à trouver des solutions. Il y en a chez les pays, mais peut-être on pourrait en imaginer d'autres. Il y a des fonds obligataires avec des obligations non convertibles à moyen long terme qui pourraient peut-être être développés, qui sont très adaptés à l'industrie. L'industrie, c'est le temps long et on a besoin en effet de visibilité de financement dans la durée. Moi, je pense que dans la suite possible de ces assises, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour contourner ces inconvénients du haut bilan. Et ça ne peut pas être sur le dos des créateurs d'activités industrielles par de la dilution ou de la sous-valorisation dans des périodes de difficultés économiques. Déborah Chevaux, vous avez une piste peut-être?
je partage après la question de la valo, c'est des sujets courants. On a vécu des périodes avec des survalorisations aussi, on a des périodes avec des sous-valorisations, il faut trouver le juste milieu entre tout. Après, il y a des fonds majos, il y a des fonds minaux, donc ça je pense que c'est deux réponses qui sont quand même totalement différentes. Et après, je reviens à ce que Sandrine disait tout à l'heure, il y a des fonds régionaux et du coup l'optique elle n'est pas du tout la même. Nous, notre ambition, c'est de continuer à accompagner les acteurs économiques du territoire. Les fonds que l'on a pu créer en propre ou avec qui on s'associe avec nos partenaires, c'est des fonds locaux. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas déstabiliser l'entreprise. On est vraiment dans une notion de pérennité, garantir le développement d'entreprise. Donc, je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes aussi dans le cadre de ces thématiques-là. Ludovic Cassini, non, je voulais saisir le micro. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le problème, c'est pas l'entrée, c'est la sortie. En fait, accepter la dilution et se mettre d'accord sur une valo, globalement, on se met d'accord. Mais le problème, c'est pas l'entrée, c'est la sortie. Effectivement, après, il y a la définition du fonds. Les fonds régionaux, minoritaires, majoritaires, les fonds qui placent pour compte de tiers, on dit fonds, mais en fait, la gamme est très vaste de typologies d'acteurs. Et le problème, c'est effectivement pas l'entrée, c'est la sortie, le TRI qui veut être réalisé, la durée d'accompagnement, l'industrie, se dire dans 3 ou 5 ans, on arrive à sortir au bon moment à la bonne valo, c'est utopique. Par contre, se dire on se donne plus de temps et on a la capacité de le faire au bon moment, mais là encore, à la sortie, qui nous, on a un tour de table extrêmement dilué pour le coup, avec des partenaires Crédit Agricole, Banque Populaire à travers GSO et Multicroissance au capital. Depuis 1993, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait 3 opérations, à chaque fois ils sont sortis, ils sont rentrés, et en rentrant, ils vont mettre plus que ceux qu'ils avaient sortis. Donc c'est un accompagnement et fidèle et soutenant. La difficulté, c'est que la taille du groupe est augmentée. Aujourd'hui, même s'ils mettent au maximum de leur participation, ça représente 2-3%. Quand on cherche à remplacer un partenaire financier qui en fait 32, il faut fédérer fort ou que les capacités augmentent ou trouver d'autres solutions. Mais on est tous d'accord que des partenaires régionaux, d'ailleurs que ce soit la région elle-même ou les partenaires financiers régionaux, comprennent bien mieux les acteurs locaux, leurs contraintes, leurs problématiques. On parle tout à l'heure de capacité d'avoir les mêmes interlocuteurs dans le temps. Oui, même si les interlocuteurs, personnes physiques, peuvent changer, on a quand même ça. Il y a une relation qui reste dans le temps et qui fait que ces acteurs-là comprennent les sociétés, quelle que soit leur taille. Donc, être accompagné régionalement, c'est la bonne solution. Effectivement, quand on recherche des fonds, qu'on accepte la dilution, mais que surtout on a envie de développer. La problématique, c'est la capacité financière à sortir tout ça et jusqu'où ça va, parce qu'à un moment donné, quand on doit sortir, on sort chez qui, et là, forcément, on tombe dans des acteurs de large qui sont beaucoup plus récents. Bon, vous le savez, le temps tourne. Deuxième question, comment solder les PGE? Est-ce qu'on peut mettre en place, je ne sais pas, des prêts différés? Par contre, si vous voulez abandonner le remboursement des PGE, c'est plutôt maintenant qu'il faut le dire. Non, on parle pas de votre dossier. Non, mais je préfère le placer s'il y a... Vous verrez après, il y a un déjeuner. Ouais. C'est maintenant. C'était, je pense, la réponse... Est-ce qu'on peut mettre en place des prêts différés, par exemple? Alors, le PGE, alors, je vais parler sous le contrôle de mon collègue de la BPI, puisque dans cette histoire, on fonctionne à deux avec eux, comme vous le savez. Alors, tout d'abord, le PGE, c'est un outil qui est extrêmement normé, puisqu'il est sous le regard très acéré de toujours nos bons amis, notamment de l'Europe.
Donc en fait, on ne fait pas tout ce qu'on veut, nous, banquiers, avec un PGE. Donc dans la question qui est posée, c'est comment finalement fait-on pour différer un PGE, en tout cas ne pas le rembourser dans le délai qui était prévu initialement. C'est un peu ça la question quand on est un peu contraint. Donc là, il y a des dispositifs qui ont été ouverts, en effet, pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on a donné jusqu'à fin 2026 aux entreprises pour prolonger finalement la durée initiale du PGE jusqu'à 3 ans de plus que ce qui était prévu. Mais alors là, attention, je dis tout de suite attention, puisque, alors suivant la taille du PGE, donc il y a 2 cas qui s'opèrent, mais pour faire simple, je vais prendre le cas du PGE qui est supérieur, je crois, à 50 000 euros. Si vous voulez demander finalement à prolonger cette échéance, telle qu'elle était prévue, vous devez finalement aller voir un conciliateur pour aller négocier cette prolongation. Donc là, on rentre déjà dans un outil qui est proche de tout le monde du judiciaire, des affaires spéciales et autres. Alors c'est une démarche qui reste confidentielle. Donc, c'est-à-dire, en théorie, personne n'est censé être au courant de ce que vous êtes en train de discuter avec vos banques, sauf que rien n'est simple pour nous non plus banquiers. Et quand on a un client qui se retrouve dans l'incapacité d'honorer ses dettes telles que le schéma était prévu, donc là c'est le cas dans lequel on se place, la banque est contrainte de placer la dette en défaut. Elle place cette dette en défaut, donc en l'occurrence le PGE, mais ça a un effet contaminant sur l'ensemble des dettes qui sont portées par l'établissement bancaire en question. Et une fois qu'on a posé cette dette en défaut, on est contraint d'informer, Madame de Montbon qui était tout à l'heure, la Banque de France. Laquelle Banque de France va elle-même du coup dégrader notre Banque de France. Donc d'une procédure qui se disait tout au début confidentielle entre vos banquiers, votre banquier et le conciliateur, une fois que votre note de Banque de France a été dégradée à un point qui la met dans une position quand même très inconfortable, tous les autres banquiers qui ne vous connaissaient pas, tous les assureurs crédits, forcément, ils vont, à l'aune de notre Banque de France, assez vite arriver à la conclusion que vous avez rencontré quelques difficultés. Donc, ça peut être la solution si vous êtes en entreprise, a vraiment besoin vraiment d'oxygène et qu'elle ne peut plus rembourser son PGE, mais ça a des conséquences quand même lourdes, il ne faut pas se mentir, puisque derrière, pendant un an, finalement, vous êtes en mode warning auprès de toute la banque, auprès de toutes les banques et auprès de la Banque de France. Et donc pendant un an, tous les prêts éventuels, donc ça va être très compliqué d'aller en chercher, parce que pour la banque, ils vont être en défaut aussi systématique. Et un prêt en défaut pour une banque, ça veut dire des fonds propres en plus, tout un système de calcul de ratio qui vient dégrader le suivi. Donc c'est à faire en cas de extrême nécessité. Merci de nous avoir fait comprendre aussi, partager vos contraintes. Ça fait partie de ce dialogue que nous construisons. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez un micro? Non. Il arrive. Bonjour, Thibaut Dubois, MTL Capital. Je voulais juste réagir et rebondir sur les choses qui ont été dites. Tout d'abord sur la nécessité de renforcer cette offre de diversité, cette offre de financement qui, pour l'industrie, on l'a vu, a des défis et des spécificités qui sont réelles et fortes. Il faut à la fois être plus propre, décarboné, rester compétitif, donc avoir des niveaux d'investissement qui sont importants, une consommation de trésorerie très élevée, tout en attirant les talents et en les payant le plus correctement possible. Donc ça fait quand même beaucoup de défis pour ce secteur secondaire par rapport aux services qui sont finalement plus facilement financés. Donc il faut des outils spécifiques à l'industrie de mon point de vue et qui intègrent en plus une dimension de souveraineté qui ne se pose pas dans l'ensemble des activités, c'est-à-dire la maîtrise à long terme d'activités stratégiques pour le territoire national ou européen. Donc ça fait beaucoup de défis particuliers et pas forcément des éléments qui sont très attractifs, toujours pour le monde du financement. Et le sujet de la trésorerie, qui est un élément clé, est forcément plus compliqué à gérer dans une industrie avec des temps longs, ça a été dit aussi, qui ne sont pas toujours adaptés aux offres de financement actuelles, notamment en haut de bilan. Donc simplement pour évoquer que sur le niveau des attentes en termes de participation au capital, au fonds propre, il y a des exemples et des acteurs qui
qui y contribuent, mais l'ampleur des besoins de financement sont tels pour des sociétés comme Nextim de l'Ixadi ou pour le secteur strict de l'agroalimentaire, au niveau des chiffres à l'échelle nationale. On voit bien que les besoins en fonds propres sont considérables. Donc il faut arriver à développer des outils puissants qui intègrent à la fois l'enjeu de sortie, qui a été dit, c'est une vraie problématique si on veut maintenir la souveraineté et pas avoir des sociétés qui vont changer de propriétaire avec des LBO tous les 4 ans et qui finiront par nécessiter sur une maîtrise étrangère et souvent assez déstructurée d'un point de vue industriel, et des rendements qui soient acceptables pour des investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a des rendements, il y a de la performance, on ne peut pas faire x3 tous les 4 ans et vouloir financer de l'industrie. Alors c'est ce qui se passe souvent à travers des LBO. Donc, et deuxième sujet, il faut diversifier l'offre. Ça a été dit par Alexandre Camus, on discute depuis longtemps avec l'UMM sur ce point. Développer ce qui s'appelle du milieu de bilan, donc la dette privée, la dette obligataire non convertible, qui permet de faire du temps long, qui rassure les banquiers, parce qu'elle est subordonnée à la dette bancaire, qui limite les dilutions, ce qui est bien pour les dirigeants et qui facilite la sortie des fonds parce qu'il y a toujours besoin de capital. Et juste pour terminer, si on veut avoir des leviers concrets, parce que c'est l'objectif aussi, on a besoin de partenaires financiers qui soient alignés avec ces objectifs de temporalité et de rendement. Et en France, on sait que l'argent est globalement dans le système bancaire, dans le monde des assurances et des mutuelles. Il y a des leviers à l'Europe importants à aller chercher aussi. Il y a des outils avec la BEI, etc. Donc si on veut construire des outils, il faut des acteurs réunir les énergies et les acteurs de la place, parce que sinon les financements classiques extérieurs exigeront des rendements plus élevés et avec des temps plus courts, et donc on pourra en reparler longtemps des problématiques sans trouver les solutions. Bon, la prochaine fois, on vous invitera à rejoindre nos grands témoins. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, votre participation. Les grands témoins, justement. Pierre Boiffin, et puis Philippe Da Silva pour la région. Il va falloir faire court, messieurs, si vous pouvez. Merci, en tous les cas, de me donner la parole. Beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de faire court, pardon. Donc la région avec une compétence en matière de développement économique, bon, je suis content, enfin là ça engage le moins en disant ça, qu'on se réjouisse quelque part des vertus de l'industrie, beaucoup décriées par le passé. L'industrie a beaucoup évolué aussi, ça a été dit, peut-être une image à faire évoluer en tant que telle, on essaie d'y contribuer, l'UIMM aussi, avec des journées portes ouvertes pour attirer peut-être les jeunes talents, puis à travers d'autres opérations, par les territoires d'industrie. Alors je vais essayer de parler rapidement, mais par mots-clés. Qu'est-ce que vous avez comme levier à la région? Comme levier, je vais juste... donc c'est un souci quand même important, enfin, sans faire de politique aucune, on a un président de conseil régional qui est attaché au développement du tissu industriel, et ça fait... Enfin moi, ça fait 20 ans que je suis à la région, ça fait 20 ans qu'on le pratique. Peut-être pour répondre à Alexandre Camus, on essaie de le faire avec les équipes de la région de façon pragmatique, même si on parle d'éco-socio-conditionnalité, on le fait dans une logique d'amélioration continue telle que vous le pratiquez. C'est réellement embarquer les entreprises dans une logique vertueuse. Donc on le fait de façon très pratique. Pour ne prendre que 2 exemples, puisqu'autour de la table, on a BPI France aussi, ça se fait à travers les accélérateurs pour accompagner les entreprises qui ont un potentiel de croissance. Pour Madame Crédit Agricole, Madame Kergosian, on a un club des ETI dont fait partie Monsieur Aschini à travers Nextim, donc très dynamique dans une logique de co-construction des politiques publiques. Il y a un représentant du club des ETI aussi. Donc, pour répondre peut-être, oui, non, c'était l'exemple que je voulais prendre sur les accélérateurs et du programme un peu phare qui est le programme régional du futur. On accompagne les entreprises industrielles depuis 2014, mais je parlais d'une politique industrielle depuis 20 ans. Donc 2014, c'est 1200 entreprises avec un objectif à 1300. Donc c'est d'accompagner les entreprises dans ces logiques de transition qu'évoquait aussi Ludovic Aschini, puisque on ne perd pas de vue qu'on vit dans des économies mondialisées, donc avec des enjeux aussi où il faut contribuer à faire évoluer les entreprises. Donc programme régional usine future qui peut permettre, à travers également les accélérateurs, qui peut permettre de co-construire ou de réfléchir
à ces feuilles de route des entreprises en matière de transition au sens large, ESG, RSE, etc. Alors c'est pas d'empiler, mais c'est d'essayer d'être le plus pratique possible, ou à travers des démarches de l'UIMM, il y a des démarches qui sont très importantes, et je sens votre impatience, donc j'y arrive sur le volet du financement. Sur le volet du financement, j'évoquais tout à l'heure le soutien à l'industrie depuis des années. Merci pour les témoignages d'industriels qui ont rappelé le soutien de la région. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc la région essaie aux côtés des entreprises. Quand vous prenez les outils, c'est les outils classiques qui vont de l'aide au conseil, de l'aide au recrutement, même si avec de l'aide aux investissements, de l'aide au développement international qui a été cité aussi à travers la Team France Export, le 360 Export, et puis également sur la R&D et l'innovation. Enfin, le président m'en voudrait si je n'évoquais pas ce soutien fort à l'innovation et à la R&D depuis des années, peut-être pour éviter d'assécher la trésorerie des entreprises, de financer l'immatériel, etc. On le fait ou seul ou aux côtés de BPI France ou d'établissements bancaires. Parce que pour simplement faire une petite parenthèse, j'avais retenu d'une expérience passée dans le secteur bancaire, les banquiers ne sont pas là pour prendre du risque, j'avais retenu ça, mais pour analyser du risque. Donc je peux partager ce point de vue, et d'où l'importance pour nous aussi d'avoir une stratégie d'entreprise qui soit claire, lisible, et qu'on puisse accompagner. Alors la volonté de la région, c'est de ne pas être sur du one-shot, c'est d'essayer de proposer des entreprises, la stabilité ou dans le temps, c'est de comprendre ce que fait l'entreprise dans la durée, et dans son écosystème aussi, pour essayer d'être efficace. Et dernier, alors ce sera peut-être une façon de vous tendre la perche, on parlait de soutien à l'innovation, c'est peut-être de faire une petite publicité sur France 2030 régionalisée. Comme ça me permettra de vous laisser la parole si ça vous convient. C'est magnifique. Donc, voilà. Sens de la transition. Et merci à vous, et simplement pour conclure là-dessus, quand vous prenez, la région aussi s'est dotée d'une stratégie en matière de développement éco, c'est accompagner les transitions, notamment entreprises industrielles. C'est des territoires, puisque ça a été évoqué avec M. Casana tout à l'heure, avec une implication territoriale. Et puis c'est également de l'humain en tant que tel dans les entreprises, qui les font tourner, qui sont sources de rentabilité. Et dernière chose, pardon, là je m'arrête, ça a été beaucoup dit, les entreprises font énormément en matière de RSE, elles le font un peu à la Jourdain, à M. Jourdain, elles le font sans l'écrire. J'ai bien aimé le dirigeant, c'était peut-être de l'agroalimentaire, M. Dulot, pardon, merci de me le rappeler. Les entreprises font, mais formalisent peu, et c'est souvent là où on essaie de les y emmener, parce que ça va mieux en 10 ans quand c'est décrit en tant que tel. Puis dernier point, Thibaut Richebois l'a rappelé au niveau de la Capital, la région intervient en matière d'ingénierie financière à travers NACO, etc. Donc c'est vraiment, on a une palette assez large, mais on peut mieux faire. Puis dernier point, pardon, c'est bien le dernier. Là c'est le quatrième dernier point, j'ai inventé. Voilà. Les collègues me reprochent souvent, j'ai dit je vais vous la faire. Ouais, ça c'est sur les pires souvent, sur les pires orateurs. Alors peut-être Madame Kergosian, pardon, désolé. Kergosian, excusez-moi. Mais pour les établissements bancaires au plus large et BPI, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi des dispositifs des uns et des autres. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire collectivement là-dessus. Les outils existent, vous l'avez aussi indiqué, et pardon d'avoir écorché le nom. Mais des fois on appelle d'Acosta aussi, donc voilà, je pense qu'il y a peut-être, puisqu'on parlait de territoire d'industrie, on est nombreux à intervenir sur les territoires, il y a peut-être une lisibilité. Merci monsieur Da Silva. Monsieur Boiffin, en deux mots, vraiment, là c'est plus du... parce qu'on essaie de finir à 45. Allez, bon. Nos deux présidents ont un défi aussi à relever. Synthétique, vous êtes compris. Alors, en deux mots. D'abord, en un mot, permettez-moi une toute petite expérience personnelle. Il se trouve que j'accompagne un consortium de relocalisation d'une industrie qui était jusqu'à présent faite en Chine. Et donc je me suis, tout en étant agent de l'État, je me suis situé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des porteurs de projets. Et là ça change tout.
ça change tout parce que vous vous rendez compte que entre avoir une idée excellente, une idée rentable en France, et d'une part la formaliser, construire un dossier, répondre au bon appel à projet, France 2030, dans les délais, et surtout ce dialogue avec les pouvoirs publics et les banquiers, vous vous rendez compte qu'il se passe au moins 3 ans. Et là, vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, c'est entre 1 an et demi et moins de 2 ans de toute façon. Qu'en Chine, on le sait, moins d'1 an, mais pour d'autres raisons, etc. Donc, premier sujet de la réindustrialisation, c'est un sujet, ça a été dit tout à l'heure, de concordance des temps. C'est quand même une très bonne nouvelle qu'on parle de réindustrialisation. Enfin, il faut quand même le redire. Je reprends ma carte du porteur de bonnes nouvelles. Mais si nous étions ensemble il y a 15 ans autour de cette table, on serait désespérés pour voir d'où nous revenons. On recrée l'emploi industriel dans ce pays, dans cette région. Il y a une création nette d'usines et d'industries dans cette région, même si ça se ralentit depuis 6 ans, encore 24 l'année dernière. On est la 2e région la plus dynamique en matière de réindustrialisation. Donc il y a cette énergie-là. Il y a cette énergie et il y a l'aide des pouvoirs publics. Et c'est quand même l'autre bonne nouvelle, avec France 2030, avec France 2030 régionalisée, enfin les appels à projets vont sortir, n'est-ce pas, chers collègues de la BPI, de la région, enfin nous allons pouvoir, au niveau régional et à une maille d'entreprises plus petites que ces appels à projets nationaux, pouvoir aider l'innovation, la R&D, pouvoir aider les filières, pouvoir aider la formation. Donc, les outils de financement public existent, il faut en profiter maintenant. France 2030, c'est 54 milliards, on en a déjà au niveau national consommé 38, on en a déjà utilisé 1,1 milliard en Nouvelle-Aquitaine, plus de 700 millions pour les entreprises stricto sensu. Moi, je suis comme vous, je crois, tout à l'heure on parlait de M. Jourdain, je crois surtout au présent et aux opportunités maintenant, donc j'en profite pour le dire. Regardez bien ces appels à projets France 2030 régionalisés, continuez à bien regarder les appels à projets nationaux France 2030 qui ont connu un regain là, ces derniers temps. Il y en a beaucoup qui sont sortis, des cartes flash, beaucoup d'appels à projets qui ressortent en ce moment. Donc profitons-en, d'abord parce que on a tous entendu parler des 40 milliards d'économies. Moi je ne sais pas du tout, je ne veux pas jouer de faire peur, mais il y aura quand même un sujet budgétaire sur l'investissement, qu'on le veuille ou non. Il faut le regarder en face. Et sachons... La demande de M. Champeau d'alléger les charges. Alors, je crois que tout le monde est d'accord autour de la table. Voilà. Après, c'est une question macroéconomique, c'est-à-dire qu'effectivement, alléger les charges, bien sûr. On a un sujet en France, le coût du travail, hein, personne ne peut le nier. Mais à partir de là, quel curseur dans l'équilibre général des comptes publics, globalement, on fait bouger. Ça, c'est un débat qui est sur la table et on ne va pas pouvoir y échapper. Voilà. Donc, une petite pirouette. Et je voudrais finir simplement sur le facteur humain, parce que dans le projet que j'ai accompagné, il y avait le facteur temps, le facteur financier, mais finalement, qui n'a pas compté tant que ça. C'est-à-dire, quand on a une bonne idée et qu'on arrive à convaincre les banques, le sujet, c'est plutôt le timing, c'est plutôt la concordance des temps, et c'est enfin le facteur humain, la compétence. Et ça, la compétence, qu'on le veuille ou non, quand on achète des machines qui sont nouvelles, on découvre la compétence. Les Chinois, de ce côté-là, ils ont un énorme avantage, parce qu'on parle du coût, mais ils ont aussi une capacité de réactivité très forte avec leurs clients. Donc la question de la compétence, et je fais un petit clin d'œil à la soirée sur les salariés seniors que nous allons organiser le 10 juin, vous avez peut-être vu passer l'invitation, venez nombreux, c'est à Kedge, à partir de 18h. Il y a notamment, il y a eu des réflexes dans l'industrie, alors pas dans cette région sans doute, mais moi je connais une industrie très précisément dans le Grand Est de fonderie qui a, disons, eu un plan de sauvegarde de l'emploi, fait partir un certain nombre de salariés de plus de 55 ans, et après a été en grande difficulté pour faire repartir l'usine de Montventoux pour des questions de compétences. Donc on a aussi un sujet à regarder de ce côté-là, de maintenir la compétence. On est sans doute un des pays au monde qui a la plus forte qualité éducative
dans les grandes écoles, dans les formations que nous avons, dans le suivi, je salue l'ophéologie, Carole qui est là, dans le suivi de l'accompagnement en formation continue, on a une très grande force en France, sachant la garder jusqu'au bout dans les entreprises. Voilà, je fais mon petit clin d'œil, mais... les salariés seniors, donc c'est plus de 55 ans. Hein. C'est plus de 55 ans, on a le taux d'emploi en France, on le sait, le plus bas. En Europe, 39%, 65% en Allemagne, c'est aussi ça leur avantage en matière d'industrie. Merci beaucoup, Monsieur Boivin. Merci à tous, vous pouvez regagner vos sièges. Durant les 2 prochains d'avoir rejoindre Olivier Constantin et Hélène Mathias. Petit mot de conclusion. Bon, déjà, vous nous aviez dit, pas de promesse, des solutions. Est-ce que l'objectif, le défi a été relevé? En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une vraie richesse des échanges. C'était pas, vous avez vu, c'était pas écrit à l'avance, c'était pas convenu. On s'est dit les choses, on les a entendues. Donc de ce côté-là, je ne sais pas si on peut prétendre avoir apporté des solutions, parce que là, quand on dit c'est sur la table, oui, sur les projets de simplification et sur les projets de réforme budgétaire, c'est sur la table, mais c'est surtout qu'il faudra trancher. C'est ça qui va être difficile. De mettre sur la table, je suis persuadé que tout le monde sera d'accord, et au moment de trancher, c'est là où on aura des désaccords. Parce que quelque part, ça va faire mal. Mais il faut l'accepter parce qu'on doit, entre guillemets, répondre aux besoins de demain. Moi aujourd'hui, là, ce que j'ai vraiment compris et entendu, c'est qu'on a encore un meilleur besoin de se comprendre, c'est-à-dire parce qu'il faut qu'on arrive à faire converger, à faire aligner, je reprends tes mots, Philippe, nos sujets de compréhension respectifs. La banque, je l'ai dit tout à l'heure, son métier principal, c'est d'un côté de protéger nos épargnes collectives, individuelles, entreprises, États, etc., et de les transformer en les prêtants. Donc c'est notre métier. Donc quand on ne prête pas, tu l'as dit Sandrine, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que quelque part, ça ne peut pas, entre guillemets, ça ne coche pas les éléments qui nous permettent de le faire. Et dans ces éléments, c'est là où je me dis, il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à opérer, parce que, je disais, Denis, que le court terme, le court terme dans une banque, c'est 1 an. Le moyen terme, c'est 5 ans. Et 10 ans dans le financement, c'est déjà relativement long dans le secteur industriel. On fait du 25 ans sur le particulier, 10 ans, c'est déjà quelque chose. Et c'est là où, en fait, là où on ne se comprend pas, c'est de se dire, à chaque étage des besoins de notre économie, en fait, correspondent des produits. Et ça, c'est notre histoire. C'est la France. Parce que tous les pays ne sont pas égaux de ce côté-là, parce que tu as été en Pologne, tu vois que la banque, elle est encensée en Pologne. Parce que le Polonais, il considère que c'est la banque qui lui permet aujourd'hui d'être où il en est, parce qu'il n'a pas connu, entre guillemets, le siècle précédent. En France, nous, on a, entre guillemets, des entreprises qui sont très différentes du reste de l'économie. On a des très grandes entreprises, j'ai envie de dire, elles ont des problèmes, mais on n'a pas de sujet là-dessus. Et puis on a un corps de PME, PMI et ETI qui se sont construites avec relativement peu de fonds propres. On n'est pas dans le Mittelstand allemand, on est exactement à l'opposé. Pourquoi? Parce que sur le fond, il y a un sujet de répartition de la valeur. Dans le Mittelstand allemand, la répartition de la valeur, quelque part, elle se fait sur l'entrepreneur, sur la famille, et on conserve. Comme en France, la répartition de la valeur se fait relativement mal, l'entrepreneur, à un moment, il a besoin de valoriser. Donc il a besoin de faire rentrer ou un fonds ou de céder, et c'est là où quelque part on a dans la durée fragilisé, peut-être pas le bon terme, mais on a une insuffisance de fonds propres parce qu'on n'est pas assez dans la durée, dans la conservation de la valeur qui permet à la fin à nos entreprises d'avoir une certaine taille qui permettent ensuite aux banquiers de prêter dans des conditions qui nous va bien. Donc c'est là où je dis il y a un sujet d'alignement, il y a un sujet de convergence, il y a un sujet de compréhension réciproque de nos métiers, c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire ces journées pour donner un petit peu de corps, un petit peu de chair à nos échanges et voir comment on peut avancer parce que c'est une absolue nécessité. Après, ce qu'il faut, mais là je suis sûr qu'on est tous unis là-dessus, la région, l'État, le choc de simplification, il doit être majeur. Et là, il faut vraiment qu'en ce moment, on a une fenêtre de tir qui s'est ouverte. Je sais qu'il le porte à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, etc. Il faut vraiment qu'on aille dans ce choc de simplification. C'est vraiment urgent pour toutes nos entreprises, y compris l'industrie financière. Parce que c'était très bien que Marie-Agnès de Montbron tout à l'heure parle comme elle parlait aujourd'hui, parce que mécaniquement, normalement, la doxa, entre guillemets, financière, elle est beaucoup plus rigide que la façon dont elle l'a évoquée. Voilà, merci. Simplification jusqu'au niveau européen, ça serait bien. Alors, ne nous trompons pas, contrairement à ce qu'on affirme, la France amplifie la complexité. C'est une réalité. Je suis désolé, l'Europe est en train de simplifier,
nous n'avons pas encore enclenché la simplification. Donc on aime bien mettre sur le dos des Européens, je suis désolé sur les sujets de simplification, en ce moment c'est le contraire. Donc attention au retour de bâton parce qu'il pourrait être sévère. L'Europe l'a engagé. Nous, c'est comme le déficit budgétaire, il est sur la table pour le moment. Il n'est pas traité. Merci beaucoup, Olivier Constantin. Lionel Mathias. Oui, je vais essayer de faire assez rapide. Tout d'abord, déjà remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des intervenants en différentes tables rondes. Remercier aussi l'UMM national qui sont venus en force nous voir aujourd'hui. Merci Serge, merci Cindy et merci Philippe d'être présents pour aussi remonter à Paris, ce qui se fait en région. Remercier aussi le président de l'adresse, la région. Je sais qu'Étienne Guyot a bien voulu participer. On a un préfet qui est très proche aussi du monde industriel. Vous avez parlé aussi de notre président de région, Alain Pousset, qui est aussi un industriel dans l'âme. Donc, ils n'ont pas pu être là, mais voilà, c'était important aussi qu'on vous laisse aussi la parole et que vous participiez à ces premières assises qui nous donnent une feuille de route. Moi, j'aurais tendance à dire. Alors, je vais essayer d'aller simple, en reprenant uniquement des paroles qui ont été dites. Pour résumer un petit peu ce que j'en retiens, c'est que voilà, aujourd'hui, le financement, c'est une contrainte pour trouver de l'argent. Dans une Europe qui est la première économie mondiale, nous avons besoin de fonds propres. C'est un besoin important du tissu industriel des PME et des TPE et des grands groupes. Il n'est jamais trop tard, car l'industrialisation est dans la bonne trajectoire. Bien sûr, la RSE, il faut que ce soit avant tout aussi gagnant en interne. La simplification, je reprendrai l'exemple que la région Nouvelle-Aquitaine pourrait être pilote sur cette simplification. Nous serons, nous, à vos côtés et au contraire, source de solutions et source d'apporteurs de solutions. On n'a pas très peu parlé de dualité civile-défense. On a la chance sur l'industrie Nouvelle-Aquitaine d'avoir beaucoup d'entreprises qui travaillent à la fois sur le civil et la défense. Donc ça, c'est aussi un point important qu'il faut qu'on garde. On a parlé des apprentis. Sachez que voilà, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 6500 apprentis, nouveaux apprentis qui sont formés pour les métiers de la métallurgie sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur 80 000, je crois, au niveau national. C'est mes chiffres un petit peu plus. Et surtout, ce que je garderai pour la fin, c'est, on a parlé des startups. Nous avons mis en place, nous, sur la région Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on appelle le cercle de l'innovation. Le cercle de l'innovation, c'est de faire discuter des industriels qui sont sur la place avec des gens des start-upers, qui arrivent avec des solutions, qui ont trouvé peut-être la bonne idée, mais qui aujourd'hui ne savent pas lancer le premier prototype, lancer le financement. Je sais qu'on était à la French Tech Night il n'y a pas longtemps, et j'ai rencontré à la table une jeune start-up, et la première question que je lui ai posée, c'est de lui dire dans quel code NAF tu es. Mais il n'est pas dans le code NAF industriel. Donc il a créé sa société, alors avec la Syntec, très bien, et demain, s'il devient industriel, il faut qu'il change le code NAF. Donc tu parlais, Olivier, de former. Je pense qu'on a un rôle, on a une nécessité, les entrepreneurs ne sont pas forcément des financiers, donc il faut qu'on apporte ces solutions-là. Et ce cercle de l'innovation, il est là pour ça. On a tous les partenaires qui participent. On est en train de faire un nouveau bâtiment qui s'appelle Terrefort, que l'on va inaugurer en fin d'année, où on va faire l'usine 4.0 complètement sur la route. Donc on vous y invitera à participer à ce nouveau bâtiment qui sera un élément fort aussi de l'industrie régionale et de notre volonté de faire que l'industrie régionale reste une très belle industrie. Merci beaucoup, un coup dernier. Oui, juste un complément, parce que ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, pour parler, entre guillemets, de la compréhension et de la formation. Je pense qu'il faut qu'on l'élargisse même, qu'on aille encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, moi je parle même de l'éducation, de la formation de nos jeunes, parce que c'est eux qui vont, entre guillemets, faire le monde de demain. Et c'est là où on voit qu'on a une situation paradoxale. Le représentant de l'entreprise de Gaillard parlait tout à l'heure du sujet de l'alimentation. On est, surtout en France, nous sommes des pipettes un petit peu paradoxaux. C'est-à-dire qu'on a une région qui entreprend depuis maintenant une décennie d'aller vers une alimentation plus saine, plus qualitative et autres. C'est ce qu'on demande d'ailleurs quand on met le bulletin de vote. Et en même temps, quand on va regarder aujourd'hui ce que l'on consomme, comme simplement, je vais prendre l'exemple de la volaille, on va dire la différence entre la volaille standard et on va dire la volaille à la belle, pour faire très court. La volaille à la belle n'a pas bougé d'un iota dans sa consommation depuis 50 ans. Pas d'un iota. On continue d'acheter de la volaille standard
Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui, parce que quand on a dans notre voisinage un poulailler qui s'installe, on n'en veut pas. On veut donc de la volaille qui ne soit pas standard, qui soit à la belle, mais on ne veut pas que le volailler, entre guillemets, soit juste à côté de notre résidence. Et en même temps, on souffre en France aujourd'hui de quasiment 50% de manque de volaille pour simplement nourrir le besoin français. Donc on va acheter de la volaille au Brésil, alors c'est pas contre le Brésil que je dis ça, qui est de la volaille standard, qui aura voyagé, et pour autant, nous, on s'interdit. Donc d'un côté, on veut ça, et de l'autre côté, en comportement, on fait différemment. Et c'est la même chose avec nos donneurs d'ordre industriels. On veut quelque chose, mais à un moment, comme on va mécaniquement sur le prix, on est obligé de partir en Inde et d'accepter, entre guillemets, et ben oui, de voir des usines qui se font en 6 mois, mais par contre, on n'accepterait pas que nos enfants travaillent sur des échafaudages en bambou sans sécurité, parce que chez nous, ben, le sacro-saint principe de précaution qui régit tout et notre mode de fonctionnement, aujourd'hui, nous empêche. Donc c'est ça où aussi, individuellement, je pense que dans nos comportements, que ce soit les... Tout à l'heure, c'était très juste en disant il ne faut pas que la RSE soit que, entre guillemets, de la paperasserie et de la nomenclature, il faut que dans nos comportements, on soit beaucoup plus responsable et éducateur pour bien dire il faut qu'on soit en rapport, qu'on soit aligné avec ce que l'on veut. Et ça a un prix. Et ça a un prix. Un grand merci à tous les deux pour J'étais ravi d'animer ces assises. Merci beaucoup de votre présence. Merci à Jean-Claude, à Alexandre Ducamus, pardon, et Jean-Claude Graciolet pour avoir été les chevilles ouvrières et toutes les équipes qui ont participé à la mise en place de ces assises. Merci aux deux présidents pour leur confiance. À suivre donc le cocktail déjeunatoire à côté qui va vous permettre d'échanger avec proximité et confidentialité. Bonne après-midi à tous. Merci.